C'est une pathologie de médecine ambulatoire, donc je vous demande de ne pas déambuler, mais de rester assis autour de la table. Et comme je l'ai dit hier sur mon atelier extrêmement interactif, il est important pour les nourrissons d'avoir un timing de repas. Et comme j'aime à le dire, pour les nourrissons non diversifiés, le timing c'est 20 minutes pour un biberon avec entrée, rot, plat, rot, dessert. Et là, donc, je suis donc le deuxième plat. Donc je suis coincé entre deux rots, si vous voulez. Et on va essayer de faire en sorte de progresser ensemble pour partager nos expériences, car tout le monde a une approche différente face à ces bébés inconfortables dont je vous ai stipulé ici une situation clinique. Docteur, j'en peux plus, mon Djibril, c'est une histoire vraie, hein. Il rote, il pète, il dort pas, il régurgite, il a mal, il hurle, il mange pas bien, et puis il mange on est les probiotiques chaud, IPP, antiacide. Bref, la mère, elle vient déjà, elle vous a pris la tête comme ça. On regarde un peu comment ça se passe dans la salle d'attente, parce que quand il y a un enfant qui vient avec sa maman dans cette situation-là, on sait qu'il va y en avoir pour 30-45 minutes. Et on est un peu rassuré quand la mère prend un peu de recul, ce qui était le cas avec cette maman de Djibril, parce qu'elle dit « tellement j'arrive pas à le gérer, que je l'ai débaptisé, je l'appelle plus Djibril, je l'appelle Djibraï ». Et ça, c'est sûr que quand la maman arrive à prendre un peu de recul, ben on est un petit peu plus rassuré, parce que c'est vrai que la première des tentatives pour se libérer un petit peu de cet étau maternel et de cet étau paternel, c'est soit de prescrire une double dose d'IPP. Pourquoi double dose? Parce que souvent, la mère a déjà vu quelqu'un avant vous et elle l'a déjà mis sous inhibiteur de pompe à protons, soit de changer éventuellement de formule infantile ou de dire à la mère de se mettre au régime si elle l'allait, soit de l'envoyer directement chez le psy. Mais je sais que vous êtes des gens extrêmement pragmatiques et vous dites attendons un peu la fin de ce repas pour se prononcer et de savoir comment il faut faire. Je vous mets quand même dans l'ambiance, si on peut mettre le son, parce que quand on a un bébé qui pleure, donc là vous voyez le massage thoracique inutile. Ici, il pleure, mais on comprend pourquoi, parce qu'il est supporter de l'Olympique de Marseille, comme vous voyez. Et ici, il pleure. Alors, je ne sais pas si vous avez un peu senti la différence entre ces différents pleurs, mais le premier pleur était un pleur de faim qu'on a pu calmer avec le biberon. Le deuxième était un pleur de, entre guillemets, de non-contenance, parce qu'une mère non-contenante, c'est un bébé non contenu, et un bébé qui est non contenu, c'est un bébé anxieux. Et ce père qui ne sait pas, vous avez vu comment il a pris son enfant par-dessous les bras, c'est effectivement cette contenance qu'il va falloir englober. Et puis, il y a le dernier bébé que vous avez vu qui, lui, a véritablement un inconfort, c'est son self-inconfort. Autrement dit, on a vu les films, l'homme qui écoutait, qui comprenait à l'intérieur de ce que disaient les chevaux. Ici, nous, en tant que pédiatres, il faut apprendre à écouter le bébé. Et quand la maman vient avec son enfant qui est inconfortable et qui pleure sans cesse, à un moment ou à un autre de la consultation, le bébé va pleurer. Et donc, il est important qu'on ait une bonne réaction par rapport à cela. Parce que quand le bébé pleure, c'est pas tout, c'est souvent la maman qui est 10 fois, effectivement, plus difficile à essayer de contenir. Cette étude montre bien, avec des études et des analyses chromatographiques et chromatoacoustiques, qu'il y a différentes intensités de pleurs.
le pleur neurologique étant avec la fréquence la plus aiguë. C'est sur une maladie neurologique que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est la maladie de Krabbe. C'est là où les enfants pleurent avec l'intensité aiguë la plus importante. Juste en dessous, il y a l'hématome sous-dural. Et puis, il y a les pleurs qui sont dus à des douleurs aiguës, inattendues, vaccinales. Mais je vous ai montré hier comment on peut faire pour que le bébé, justement, n'ait pas cette sensation. Et puis, la pleure de l'inconfort, dit, entre guillemets, puisque je vais essayer de débaptiser ce terme, colique du nourrisson, vient en troisième position. Autrement dit, c'est une intensité extrême. C'est colique du nourrisson, c'est pas comme un bébé qui a faim, c'est pas comme un bébé qui attend qu'on le change, ou c'est pas comme un bébé qui attend qu'on le prenne dans les bras. La preuve, c'est quand on le prend dans les bras, il continue à hurler. Et effectivement, qu'est-ce qui est pire qu'un bébé qui pleure, qui est inconfortable et que la maman n'arrive pas à réconforter? Qu'est-ce qui est pire qu'un bébé qui pleure? C'est évidemment si vous avez des jumeaux qui pleurent. Alors, par rapport à ça, la plupart des mamans qui, en tout cas en France, avant appelaient leur propre mère, mais vous savez qu'on n'a plus du tout cette filiation et cet apprentissage de ces grands-mères qui apprennent à leurs filles, puisque maintenant on est avec une génération de femmes qui veulent être des femmes dites indépendantes aussi vis-à-vis de leur propre mère. Et ça, c'est une avancée sociétale française que j'espère vous n'allez pas prendre et que vous allez garder cette filiation. Ma propre mère me disait, nous en Tunisie c'était assez simple, on avait la règle des 90 jours. Quand le bébé naissait sur le premier enfant, pendant 90 jours, la belle-mère était au domicile. Et elle apprenait à sa fille comment s'occuper du bébé. C'était comme ça que ça se passait. Alors, il y avait beaucoup moins de bébés inconfortables, mais à mon avis, il y avait aussi beaucoup de ras-le-bol du beau-fils qui devait se taper la belle-mère pendant 3 mois à la maison, quand même. Enfin, il n'y avait quand même pas de problème de retour de couche, comme ça au moins, on était sans, entre guillemets, difficulté au niveau relationnel. Toujours est-il que, de plus en plus, les mamans ont un premier réflexe, après en avoir discuté avec le papa, c'est d'aller consulter. Et vous vous trouvez en première ligne face à un profil évolutif qui est un profil normal, de développement normal d'un bébé. Et par rapport à ça, effectivement, on se doit d'avoir une réaction médicale. La réaction médicale est assez simple. Un bébé qui pleure de manière intense et qu'on n'arrive pas à calmer, il faut éliminer une urgence médicale. En France, cette étude a été faite dans la région parisienne. Regardez les consultations nocturnes, c'est-à-dire entre 18 h et 6 h du matin. Voilà, chez les bébés entre 0 et 28 jours, vous voyez que pleurs incessants, c'est la première cause de consultation aux urgences dans un service qui n'est pas a priori prévu pour cela. On pourra voir que dans les diagnostics, vous savez, codés et qui sont évalués, à ma grande peine, je vois que on est en premier sur rhinopharyngite néonatale, reflux gastro-œsophagien, et colique du nourrisson. Autrement dit, vous voyez qu'il y a aussi un travail de formation vis-à-vis de nos internes qui accueillent ces enfants aux urgences. Toujours est-il que, comme je l'ai dit, un bébé qui pleure, qui est très inconfortable et qui n'arrive pas à être réconforté par sa maman, nous, on se doit d'avoir une attitude qui est une attitude dogmatique, pragmatique. Pourquoi? Parce que l'année dernière, pour des raisons, peu importe, d'évaluation médico-judiciaire, eh bien, on a eu 3 enfants qui ont été victimes de bébés secoués, qui se sont présentés dans une situation de pédiatrie ambulatoire avec juste le bébé qui pleure et qu'on n'arrive pas à calmer.
Autrement dit, on se doit, simplement, il arrive, on mesure le périmètre crânien. Simple. D'accord ? Ça, c'est quelque chose qui est fondamental, parce que, évidemment, ces parents-là ne vont pas eux-mêmes alléguer le fait qu'il y a eu un traumatisme quel qu'il soit. Ensuite, il peut y avoir un délit de faciès. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, je vous montre quelques syndromes génétiques que vous aurez peut-être reconnu. Ici, un syndrome 5P-, syndrome cri du chat. Ici, vous avez vu le synophrys caractéristique. Vous savez que quand on a une hernie, elle peut s'engouer ou s'étrangler avec des pleurs incessants. Et pour dire l'importance de dénuder tout nourrisson qui vient pour pleurs incessants, je vous rappelle, là aussi, l'année dernière, à l'hôpital Robert Debré, on a eu 5 situations de ce diagnostic que vous connaissez, qu'on appelle le syndrome du tourniquet. Je rappelle, puisque j'aime bien parler de ça, puisque vous savez qu'il y a une alopécie temporaire de toutes les mamans qui viennent d'accoucher, et que quand elles changent leur bébé, il y a certains cheveux qui tombent, et que quand les vêtements sont mis dans la machine à laver, eh bien avec le tournis de la machine à laver, tous ces débris de cheveux vont généralement en dessous et au niveau des pieds, et quand le bébé eh bien, se met les vêtements neufs, avec ses petits petons qu'il articule, il s'auto-enroule avec les pieds de sa maman, et c'est responsable du syndrome du tourniquet qui est très souvent pris pour un panari, et c'est très souvent au niveau du 2e ou du 3e orteil que ça se passe. Attention, il y a eu aussi des publications qui ont fait preuve de ce syndrome du tourniquet autour soit du clitoris, soit du pénis. Autrement dit, ça peut être extrêmement inquiétant. Pour ça, c'est assez simple. Et les Belges ont été très, on va dire, initiateurs dans cette situation. En France, on ne le fait pas. Et moi, je vous engage à tous vos patients et avec tous vos patients de dire cela. C'est assez simple de prévenir le syndrome du tourniquet. Ben, il faut faire quoi? Il faut faire comme pour les jeans. Quand vous lavez les vêtements de bébé, il faut toujours les laver à l'envers. Comme ça, il n'y a pas de résidus qui tombent. D'accord? C'est assez simple. C'est pas écrit dans nos carnets de santé, et j'aimerais qu'on fasse une note, comme j'ai Madame la présidente de la Société française de pédiatrie, j'en profite, je l'ai fait à plusieurs reprises. C'est une petite ligne dans le carnet de santé, c'est pas inutile, et ça pourrait éviter quand même quelques situations de ce type-là. Évidemment, vous savez qu'on peut avoir des pleurs incessants avec des dyspnées, ici une implantation anormale de la coronaire. Toujours est-il que, pour ne pas être complètement exhaustif, les Anglais ont fait un acronyme, It Cries. Avec ça, vous avez toutes les causes de pleurs incessants qui sont, on va dire, par cet acronyme évoqués. Alors j'aime bien les Anglais, comme vous voyez, le nourrisson c'est it, c'est quelque chose d'indéfini, on ne sait pas trop. D'accord. Pour nous, en France, on avait publié dans Médecine et Enfance le bonhomme des pleurs. Donc vous avez le petit bonhomme, je ne sais pas si vous voyez très bien. C'est pas grave, c'est pour qu'il y ait une certaine nébuleuse, vous voyez. J'aime pas que les choses soient clairement dites, il faut qu'il y ait une sorte de... Bref, je vous l'enverrai si vous voulez, c'est assez simple, c'est sur un schéma, il y a toutes les causes qui peuvent faire pleurer le bébé de manière intense. Donc une fois qu'on a éliminé l'urgence, ça honnêtement, une fois qu'on a déshabillé le bébé et qu'on l'a examiné, et tout bébé, de toute façon, on va l'examiner nu, ça c'est quelque chose qui prend entre 4 et 8 minutes. Je l'ai timé, je peux vous dire. D'accord? Ensuite, il faut préciser, parce que tout le reste va être beaucoup plus long. Préciser, soit vous êtes normatif. Pour ceux qui ont assisté à l'atelier hier, je vous ai montré des grilles d'évaluation de difficultés alimentaires. Ben, il y a les grilles de confort. Alors la grille française qu'on a le plus souvent à disposition, c'est la grille câlin. En 30 questions, on arrive à savoir quel est le niveau de confort du bébé. Il y a celle qui est anglaise,
qui correspond à 17 questions. Et puis quand c'est un peu digestif, et c'est les laboratoires Nestlé qui ont aidé à cette évaluation, ça s'appelle l'IGSQ, qui est assez bien faite et qui montre rapidement comment on peut arriver à évoluer le confort du bébé. Honnêtement, quand on n'est pas très normatif, et ça c'est un peu compliqué quand même de poser toutes ces questions, on peut faire comme une échelle visuelle analogique, comme ça on voit un petit peu où on en est. Mais ce qui est important, c'est de bien appréhender le ressenti des parents. Et c'est sûr que quand on voit que les parents ne sont pas en mesure de rendre cette faculté de contenance dont on parlait, eh bien on est dans une situation à risque. Parce que comme je vous l'ai dit, une des causes les plus graves, c'est l'hématome sous-dural, c'est le bébé secoué. Parfois, c'est la cause initiale de ces pleurs, mais parfois, c'est secondaire à un bébé qui pleure trop et qui, du coup, est dans une situation où les parents le jettent un petit peu. Et c'est pour ça que Sainte Justine avait fait le thermomètre de la colère. Donc c'est bien aussi que pour les parents, on dise, pour le père et pour la mère, quand on a les deux qui sont à la consultation, qu'on jauge un peu leur faculté à répondre à l'intensité de ces pleurs. J'avais publié modestement, il y a quelques années, le triangle des pleurs, où on voit très bien que quand vous êtes en consultation, vous faites un triangle, et vous dites, votre enfant il pleure, mais à votre avis, il se situe où? Si la mère se situe au milieu, c'est-à-dire entre un problème de comportement du bébé, entre elle sent qu'il y a des troubles digestifs et entre l'environnement, donc là on sait qu'on est dans l'étiologie multivectorielle. Si jamais la mère elle vous met le point à comportement, ça c'est un bébé à risque. Ça veut dire qu'elle stigmatise son bébé comme étant responsable de ses pleurs. Si elle vous met le curseur sur troubles digestifs, cette maman-là, elle va avoir besoin d'une ordonnance, même si c'est placebo, il va falloir une ordonnance. Si elle vous met sur le stigmate environnement, là ça veut dire qu'il faut essayer d'évacuer la belle-mère du triangle. On a publié en 2021 cette échelle qui est disponible sur Internet. Vous voyez, hein, vous faites colliq.fr et vous avez cette échelle qui est publiée, qui, comme vous l'avez vu, est validée. Hein, et en 8 minutes, on remplit l'intégrité du questionnaire qui a cette particularité de poser des questions sur l'attitude du bébé, mais aussi sur la capacité de réponse à cette attitude des enfants. Et donc cette double polarité sur ce questionnaire que j'ai volontiers appelé colliq, parce qu'il y a like, c'est une polarité positive, ok, eh bien on arrive à avoir un élément normatif de l'intensité de cet inconfort et de ces pleurs du bébé, et en même temps, vu son profil de sévérité, on peut voir comment ça évolue au cours du temps. Et il y a des parents qui sont, ces parents, c'est les mères qui sont les plus difficiles à gérer, hein, c'est-à-dire entre 35 et 45, qui sont avocates, chefs d'entreprise, avec le père qui ne bouge pas, il est dans son coin, il ne bouge pas, et la mère arrive en consultation et dit, écoutez, c'est assez simple, hein. Moi, j'ai mis ma carrière professionnelle en premier lieu, vous comprenez? Et avec moi, j'ai 50 personnes qui sont sous ma responsabilité et je peux vous dire avec moi, ça ne bouge pas du cadre. Et là, elle regarde son bébé qui, lui, l'a fait bouger du cadre. Et elle dit, et lui, genre, je ne sais pas quoi faire. Alors qu'elle a l'habitude de tout gérer. D'accord? Et ça, c'est des mamans, elles ont besoin d'avoir un cadre. Et pour les cadrer, il faut des chiffres. On en a un petit peu parlé hier. Et je crois que c'est important d'avoir cette évaluation, en disant, regardez, c'est publié, hop, mettez-vous sur colliq, et puis elle arrive, elle a son PDF, et on arrive, on dit, ah, il est à 35 aujourd'hui, ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah, il est à 42, ah, ça s'améliore, parce que plus on améliore, plus l'état des bébés s'améliore, plus le chiffre monte, d'accord? Donc c'est important, et il y a un certain poids des mots.
pour qu'il y ait une évaluation dans ces consultations qui soit positive. On le sait très bien, par exemple, pour le reflux gastro-œsophagien. Un bébé qui régurgite, si on dit à la mère « votre bébé, il rejette, il régurgite », c'est complètement différent avec la manière de s'exprimer en disant « votre bébé, il a un reflux gastro-œsophagien », même si on rajoute « simple » ou « physiologique », ce que les parents ne comprennent pas. Le fait d'employer le mot « reflux gastro-œsophagien », c'est publié. Hein. Ça vous met une demande de plus d'examens et de plus de traitements face à des rejets. Autrement dit, sachons utiliser les mots qui sont employés, et que ce soit des mots en arabe ou que ce soit des mots en français, il faut avoir cette finesse de terminologie sur rejet, régurgitation versus reflux gastro-œsophagien. D'accord? Il y a un terme en arabe. Donc on dit rejet. Magnifique. Et pour l'inconfort, c'est la même chose. Parce que si on dit « à votre bébé, il est inconsolable », ça veut dire qu'on stigmatise la mère, ça veut dire qu'elle n'est pas capable de le consoler. Si on dit « votre bébé, il a des pleurs inexpliquées », ça c'est nous qu'on stigmatise, ça veut dire que nous, on n'arrive pas à les expliquer. Si on dit « il a des coliques », ici, surtout à table, si je vous dis « colique », tout de suite vous dites « ah, j'ai mal au ventre, j'ai la diarrhée ». C'est comme ça que ça veut dire. Et c'est pour ça que colique, qui veut dire normalement douleur uniquement, hein, vous savez, la colique néphrétique, la colique hépatique, donc c'est la colique du nourrisson, eh bien, elle a été déviée dans sa manière de s'exprimer, et j'aimerais, comme hier je vous ai dit, j'aimerais qu'on ne parle plus de troubles de l'oralité, mais TCAP, eh bien, j'aimerais que, en sortant de cette table, à la fin du dessert, on ne parle plus de colique du nourrisson, mais de nourrisson inconfortable. Et la mère, elle ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Si vous dites douleur, comment en 2024, un bébé qui souffre, on ne peut rien faire? Si vous dites cri, regardez comment c'est agressif le cri. D'accord? Alors, je ne vous dis pas, si vous dites de toute façon il n'y a pas de solution, ou ce n'est rien. Ce n'est rien. Ou il faut attendre que ça passe. Il faut attendre que ça passe alors que la mère, elle est en train de foutre son bébé par la fenêtre. Non. Donc, c'est extrêmement important d'avoir des termes, et il faut faire de l'adultomorphisme pour expliquer ce que c'est l'inconfort du bébé. Et l'inconfort du bébé, alors ça vaut ce que ça vaut, hein, mais en consultation, moi je dis, voilà, c'est comme vous savez, quand il fait chaud, vous n'avez pas de ventilateur, vous n'avez pas de clim, il fait très très chaud, et vous n'avez pas trop sommeil, mais c'est l'heure de dormir. Votre conjoint, il dort, tout le monde dort, sauf que lui, quand il dort, il ronfle. Et vous êtes là, il fait chaud, il ronfle, et vous tournez dans le lit. Rien. Là, déjà, vous vous exprimez. Vous comprenez comment il est inconfortable, le bébé? Eh bien, c'est ça l'inconfort du bébé. D'accord? Il est dans un environnement qui n'est pas favorable, et évidemment, il est interdit d'aller faire la fête entre 18h et 22h chez un bébé qui a ses coliques du nourrisson. C'est une étude qui a été faite en Iran, très intéressante, sur l'intensité des coliques du nourrisson, donc on va appeler inconfort du nourrisson, pendant le ramadan. Parce que comme il y a la fête, dès qu'il y a le coucher du soleil, et le bébé tout de suite il dit mais il fait le ramadan, il faut lui dire, c'est tout. Vous êtes confortable pendant le ramadan? Non, eh bien lui aussi. Eh bien c'est la même chose. Trouvez l'image qui correspond à ce que vous avez envie de faire passer à vos patients. Vous comprenez ce que je veux dire? Comment faire? Il faut leur expliquer. Et c'est là où je vais expliquer des choses. Alors il y a des choses qui sont inexplicables, mais pour ça, il faut avoir un chat, un chien. Mais le bébé, il est extrêmement pertinent et il faut expliquer à toutes les papas, à toutes les mamans, comment ça se passe ce confort. Il faut dire que c'est fréquent. D'accord? C'est fréquent. On avait publié ça
Vous voyez que c'est le deuxième trouble fonctionnel le plus fréquent. Alors tout le monde m'avait dit oui, mais ça c'est qu'en Europe, les bébés inconfortables, ça n'existe pas ailleurs. On avait fait l'étude, peut-être que certains d'entre vous avaient participé à l'étude Gazelle. Et l'étude Gazelle, c'était le Maroc qui avait participé le plus à cette étude sur les troubles fonctionnels intestinaux du nourrisson. 10 000 nourrissons africains, d'accord ? Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que les coliques du nourrisson sont un des motifs de consultation qui sont les plus fréquents. 2, c'est une chronopathologie. On voit très bien le timing. On voit très bien que quand un bébé vient vous voir et qu'il a 1 ou 2 mois, on n'est pas du tout dans la même situation. S'il a moins d'1 mois et qu'il commence à pleurer, le pire, il est à venir. S'il a 2 mois et demi, eh bien, on peut déjà commencer à être un petit peu plus paisible. Ça, c'est la publication initiale de Brazelton. On a fait la même étude 15 ans plus tard. On a fait la même étude 15 ans plus tard. On a toujours ce pic. D'accord? Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que cette importance des pleurs, avec ce timing des pleurs, c'est quelque chose qui fait partie de l'évolution normale du bébé. Et ça, c'est les Canadiens qui ont les mieux appréhendé ça. Pourquoi? Parce que dans toutes les consultations prénatales, vous avez des consultations prénatales, d'accord? Eh bien, dans toutes les consultations prénatales, au Canada francophone, eh bien, les mamans sont soumises à des vidéos pendant 10 minutes où il y a un bébé qui pleure avec une maman qui au début n'arrive pas et au fur et à mesure, elle arrive à calmer son bébé en étant contenante. Les mamans se tapent 10 minutes de vidéo et les médecins disent votre bébé, il va pleurer entre 4 et 8 semaines, ça fait partie de son profil évolutif neurosensoriel normal. S'il ne pleure pas, c'est pas normal. Et là, la mère, quand elle arrive en consultation, elle vient vous voir en disant « Ah là là, il est normal, hein, il pleure, hein, il nous fait la misère, mais il est d'une normalité affligeante. » Vous changez le processus. Vous comprenez? Il faut leur dire que c'est quelque chose qui est bien défini, puisque les critères de Rome nous définissent, vous voyez, en numéro 4, les problèmes d'inconfort du nourrisson qui surviennent chez l'enfant de moins de 5 mois. Je vous l'ai mis en version originale. Et il faut leur expliquer. Alors, pour bien leur expliquer, vous n'allez pas expliquer la même chose en fonction du type de parents que vous allez avoir en face de vous. Donc, pour bien expliquer, il faut que vous sachiez quels sont les différents phénomènes qui sont responsables de, justement, cette intensité de pleurs. La première chose, c'est ce que vous voyez au milieu, à savoir l'hyper-irritabilité viscérale qui est, chez ces bébés, une sensorialité exacerbée. Vous allez me dire, mais de quoi on parle? Ces enfants ont une prédisposition génétique, puisqu'il y a quand même plus de 60% de bébés qui ne sont pas inconfortables entre 4 et 8 semaines. Ils ont une prédisposition génétique à être inconfortables, à pleurer sans cesse. Et ça vient d'être publié il y a quelques mois sur cette situation où on a fait des IRM fonctionnels à des nouveau-nés en leur présentant des odeurs qui sont des odeurs de choux qui ne sont pas frais, d'accord ? Et on a vu la différence de réaction au niveau du lobe occipital sur ces IRM. Et on sait que le lobe occipital chez le bébé est juste à côté du lobe émotionnel. Et on voit très bien qu'il y a un double flash quand on sollicite avec cette odeur de cabbage, donc cette odeur de chou. Eh bien, il y a une double sollicitation au niveau occipital et au niveau émotionnel, ce qui veut dire qu'on arrive à faire en sorte de comprendre que chez les enfants qui vont plus tard pas faire de colique du nourrisson, ils n'ont pas ces lobes occipitaux qui s'allument. Alors que ceux qui vont en faire plus tard,
ils ont ces lobes occipitaux qui s'allument. C'est quand même quelque chose qui est très tôt dans la vie prédéfini, cette sensorialité, qu'elle soit olfactive ou émotionnelle. Une étude longitudinale a montré que les bébés qui étaient inconfortables quand ils étaient nourrissons vont faire plus tard plus de métiers avec une note d'événementiel ou d'artiste. Ça, la mère, elle n'en peut plus, elle est au bout de sa vie, vous allez dire oui, mais ça va être une artiste plus tard. Ça va être un grand organisateur événementiel plus tard. Il y a même une fois où la mère, elle me dit, mais c'est vrai, je lui dis oui. D'ailleurs, ramenez-le-moi dans quelques années, j'aimerais avoir un autographe avant qu'il soit célèbre. Et la mère, elle était au plus profond du trou, elle est sortie gonflée, elle était véritablement rassurée. Il faut renarcissiser ces mères qui sont complètement au fond du trou. D'accord? Et donc, ces facteurs de risque, on les voit, ils sont multiples. On a vu qu'il y a une prédisposition génétique, une hypersensorialité. Il y a des événements au début de la vie qui font qu'il y a plus d'inconfort ou de colique du nourrisson plus tard. Entre nous, on peut parler de colique du nourrisson, jamais avec les parents. Hein. D'accord? On sait très bien que quand on donne des antibiotiques en période néonatale, ils vont faire plus de troubles fonctionnels intestinaux en général et ils vont faire plus de colique du nourrisson en particulier. On sait que les bébés prématurés, les bébés avec petit poids de naissance ont des odds ratios qui montrent statistiquement, significativement, qu'ils font plus d'inconfort digestif. Et on sait dans cette manière d'évoluer que c'est un profil normal et une publication du fin de l'année dernière montre bien que c'est une évolution qui est une évolution complètement parallèle à l'acquisition du cycle nictéméral veille-sommeil. Tous les bébés ont à un moment un process d'intégration entre 18h et 22h où ils vont apprendre ce que c'est la veille et la nuit, d'accord? Vous voyez ici les éléments dans les premiers mois de vie. Tout ce qui est noir, c'est le sommeil, tout ce qui est blanc, c'est la veille. Ce qui veut dire qu'il y a une expression française que j'espère que vous n'avez pas au Maroc qui dit « j'ai bien dormi, j'ai dormi comme un bébé ». Mais dormir comme un bébé, c'est un sommeil de merde, pardonnez-moi. Puisque qu'est-ce qu'il fait le bébé? Hein, il se réveille, il est éveillé, il se réveille. Et pourquoi il se réveille difficilement? Pourquoi il s'endort difficilement? C'est parce que tous les bébés s'endorment en REM, R-E-M, c'est-à-dire en Rapid Eye Movement, c'est-à-dire en période de sommeil paradoxal, c'est-à-dire en période de sommeil agité. Quand on est un adulte, on est d'abord paisible, puis ensuite on est dans une situation qui est une situation où on va commencer à rêver. Le bébé, il rêve tout de suite. Donc, il est agité. Donc, ça veut dire que quand un bébé commence à pleurer entre 18h et 22h et que vous essayez absolument de le bercer, de faire le tour de Rabat en voiture, etc., vous êtes en train de différer son acquisition de rythme nictéméral. C'est pas bon, vous vous en prenez pour 1 an de trouble du sommeil. Il faut leur dire ça aux parents. D'accord ? Il faut leur dire qu'on est dans une situation où, certes, et c'est normal, ils ont une petite irritation intestinale, ils ont une petite irritation globale. On le voit quand on dose la calprotectine fécale, qui est la CRP de la muqueuse intestinale, elle est un petit peu plus élevée chez les enfants qui ont ces inconforts ou coliques du nourrisson. On sait très bien que quand on dose au sang du cordon la motiline et la gréline, elle est plus élevée chez les bébés qui vont faire des coliques plus tard. D'accord? Donc, on voit très bien qu'on est dans cette situation environnementale qui est particulière, où on a à la fois ces problèmes culturels de pleurs, et puis le papa. Les mères seules ont des bébés qui sont plus inconfortables que des couples qui sont structurés. Et c'est sûr que le père, il a un rôle important. Et il faut véritablement inclure dans cette consultation les pleurs pour que cette dyade mère-enfant devienne une dyade parent-enfant. Et donc, ce ressenti des familles dépassées ou anxieuses, il faut leur dire, voilà, votre bébé, il a fait la crise au bon moment. Et peut-être qu'il ne va pas vous faire la crise d'adolescence, pas la crise de la quarantaine,
Il vous a fait la crise quand il faut. Parce que les bébés, vous allez rire, je vous jure que ça a été publié. Les bébés qui ne font pas colique du nourrisson, ils font une crise de la quarantaine, ils se barrent du foyer tout le temps. Alors, je vous laisse regarder avec vos carnets de santé. Mesdames, checkez votre mari pour voir s'il a fait la crise quand il était petit. Parce que sinon, c'est cuit. Messieurs, attention. D'accord ? Donc il faut être cette mère suffisamment bonne. J'aime bien cette phrase de Winnicott, parce que la mère, elle veut être parfaite. Non, il faut être une mère suffisamment bonne. Cette publication montre que l'anxiété parentale est véritablement un facteur aggravant. Alors, juste pour voir que le microbiote intestinal a quelque chose de pivot là-dedans. On sait très bien que les bébés qui sont inconfortables et qui pleurent de manière incessante, eh bien, ont une richesse en lactobacilles qui est moindre par rapport aux autres bébés. Et on le sait très bien sur plusieurs études qu'ils ont aussi une diversité microbienne qui est moindre. Et que quand on rétablit ce microbiote intestinal, eh bien, on a une amélioration, d'autant plus que quand ce microbiote est un petit peu moins important en lactobacilles, c'est quoi les bactéries qui font la fête parce qu'il y a de la place et donc elles prennent la place? C'est les bactéries qui sécrètent des gaz. Et on le voit, ces enfants, ils sont ballonnés, ils ont des gaz, etc. Ça, c'est dû à cet élément du microbiote intestinal qui est défaillant. Alors, comment faire en pratique quand la théorie est difficile à appliquer? Eh bien, je pensais avoir 2 heures de talk et je n'ai que 30 minutes et que donc c'est avec une impatience non dissimulée qu'on va faire quelque chose sous l'égide d'un feuilleton, n'est-ce pas? Et vous allez être obligé de m'inviter à Rabat l'année prochaine pour que je puisse vous dire comment on fait en pratique. Mais là déjà, vous avez compris ce qui se passe. Comment fait-on? Eh bien, on le saura l'année prochaine. Je vous remercie de votre attention.